Donc vive la bâtardise, vive le métissage. Ça me frappe, vous faites l'éloge des thésards africains, arabes ou d'origine maghrébine. Quand vous dites, voilà, c'est ça la réalité, ça aussi, c'est le grand brassage. Globalement, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, nous sommes des mosaïques. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes des mosaïques. Moi, j'ai appris quand j'ai fait... C'est très amusant. Et maintenant, il y a plein de boîtes qui font ça. Alors, on n'a pas le droit de le faire en France, mais enfin, on le fait quand même. De regarder sa propre origine génétique, si vous voulez. Alors, vous l'avez fait, boîtes qui l'ont fait. Oui. Et alors ça m'a beaucoup amusé parce que je me moquais beaucoup des Scandinaves. Je suis un mélange vous avez une petite dent contre les Scandinaves. Vous dites ils se touchent pas assez, ils sont un peu froids, ils sont. Non, mais c'est parce que non, mais ils ont une culture. Il y a une culture qui s'est développée récemment, hein, dans les 2 derniers siècles, qui est différente de la nôtre. Moi, je suis un Méditerranéen et un Africain d'adoption, si vous voulez. Mais c'est amusant. Mais ma génétique est celle d'un Scandinave. Et alors, quand on le sait, c'est terrible, on peut le comprendre. C'est amusant. C'est amusant. Ça veut dire que simplement, il faut se garder d'avoir des idées trop simples. Moi, je ne dis pas que ça m'est jamais arrivé d'avoir des idées trop simples. Alors, vous mentionniez l'Afrique, Marseille. On va parler un peu de ses origines parce que dans votre façon d'aborder les choses de façon un petit peu excentrée, ça en dit pas mal. Naissance en Afrique, père médecin militaire, mère infirmière. C'était comment? Quoi? L'Afrique, le gamin en Afrique. C'était de revenir d'Afrique a été une situation terriblement pénible, très difficile. On vivait, pour vous dire, mon père était chercheur, hein, il a créé un des premiers, ou le premier laboratoire de recherche en médecine, en nutrition tropicale. C'est un nutritionniste, a été professeur au Faro, qui est la raison pour laquelle on est revenu à Marseille. Il avait fait construire cette truc. Mon père était plus fou que moi, et donc il avait fait un institut, et il avait fait au premier étage l'endroit où nous vivions. Donc on vivait au-dessus du laboratoire que dirigeait ma mère. Et nous étions en face de l'Institut Pasteur de Dakar et en face du CHU de Dakar. Et tout était là déjà. Tout était là. Et en bas, 100 mètres en dessous, il y avait la plage de l'Ange Bernard, où on pouvait aller se baigner. Donc, si vous voulez, c'était une... le paradis. Oui, et puis vous voyez, après, il y a certains destins auxquels on essaie d'échapper, auxquels on ne peut pas échapper. Et vous êtes revenu en Afrique, il y a ces images. Alors, Jeune Afrique a une passion pour vous, vous êtes souvent là. Vous ressourcez en Afrique, on peut dire ça? Parce que la vie est malicieuse, et le destin est malicieux. Si vous voulez, il y a 12 ans ou 13 ans, l'Institut de recherche sur le développement m'a demandé de prendre à l'intérieur de mon unité de recherche, une unité de recherche qui avait des problèmes à ce moment-là, qui était au Sénégal. Bien entendu, c'était une malice. Je ne pouvais pas refuser de m'occuper de l'unité sénégalaise, et donc je m'en suis occupé. Et donc cette équipe maintenant, Cher, que vous voyez à gauche, là, et le directeur, est une équipe avec qui j'ai travaillé, sur laquelle on a fait beaucoup de travaux, et qui a fait que j'ai retrouvé vraiment avec beaucoup d'émotion des sensations qui sont très anciennes. Et puis on voit bien que tous ces épisodes de la vie participent à ce que vous devenez. Didier l'Africain qui arrive à Marseille, ça, vous avez quel âge? À Marseille, je suis arrivé à 8 ans. C'est un choc, ça? Non, parce qu'on avait fait un bref passage par Maison Lafitte, si vous voulez, et donc c'est quand même Marseille est à mi-chemin exactement, si vous voulez, entre Paris et l'Afrique quand même. Hein. Et vous êtes devenu Marseillais, alors superlativement. Là, il y a quelque chose, ça marche quoi, entre vous et Marseille. Qu'est-ce qui fait que ça marche à ce point? Je sais pas, je suis adapté, quoi. Je suis dans mon... Vous êtes comme une bactérie qui a bien trouvé son système. Oui, je suis dans mon écosystème, et puis je suis dans un écosystème. Mais qu'est-ce qui vous plaît? L'esprit de Marseille, il y a quelque chose, là, visiblement, hein, Dieu sait si vous avez attaqué les Parisiens, etc. L'esprit de Marseille, qu'est-ce qui fait? Non, mais si vous voulez, c'est pas... J'attaque pas les Parisiens en soi, si vous voulez, j'attaque le centralisme non démocratique. Voilà. Bon. Donc j'attaque ça, si vous voulez. J'ai une sainte horreur de l'arrogance, et j'ai une horreur de l'arrogance de fait. Les gens qui pensent qu'ils sont bons de nature ou de naissance ou de trucs, ça m'irrite au plus haut point. Mon équipe avec qui je travaille, j'ai d'ailleurs eu un souci récemment dans les hôpitaux parce que quelqu'un s'était mis dans l'esprit d'empêcher les gamines chez moi de porter un voile sur la tête en faisant une surinterprétation de la loi. On a dû leur expliquer pour l'université. L'université ne sont pas les hôpitaux, et dans l'université, le voile n'est pas interdit. Il est interdit dans les écoles, mais chez les adultes qui le choisissent librement, il n'est pas encore interdit. Mais je ne doute pas que d'autres pressions se fassent rapidement, parce que c'est quand même ce qu'on adore, c'est interdire. Moi, depuis que j'ai fait une fondation, la première fondation s'appelle Inflexio Pôle Sud, elle a été tournée délibérément vers le Sud, c'est notre situation, en particulier pour les étudiants. Et voilà, on fait un appel d'offres international, mais ça, les journaux internationaux, voilà les gens qui demandent à venir chez nous, donc il y a, je sais pas combien, 600 ou 700 par an, et ce qu'on retient. Ce qui se passe,
et ça c'est quelque chose aussi qui est extrêmement récent, c'est que les meilleurs étudiants actuellement au monde sont les étudiants africains et orientaux. Sans comparaison. Les plus mauvais qu'on a, c'est les garçons qui ont fait la fac des sciences. C'est le plus mauvais de tous, en France. Le plus mauvais de tous. Pourquoi? Parce que tout le pays, en France, comme aux États-Unis, comme en Europe, draine ce qu'ils considèrent, moi je suis un atypique, donc je n'ai pas été drainé, je n'ai pas voulu l'être, draine dans les préparations et les grandes écoles, les étudiants qui leur paraissent les plus brillants pour les emmener dans des circuits où il n'y a pas de recherche. L'avenir des gosses, c'est pas la recherche. L'avenir des gosses, c'est de faire du sport de haut niveau s'ils peuvent le faire, de faire de la banque, de faire de l'administration, de diriger les entreprises. C'est pas de faire de la science. Je vais vous dire, quand vous avez... Moi, une des filles les plus brillantes que j'ai vues rencontrer de ma carrière, je l'ai fait recruter comme chargée de recherche. Comme chargée de recherche, elle commence à un salaire qui est inférieur à celui de ma femme de ménage qui a 60 ans. C'est ça, la France. Et c'est ça, l'Europe. La France, c'est un peu pire. Dans ce domaine-là, la France, c'est un peu pire que les autres. Le contrôle de Bush, nous, on a réussi à empêcher plusieurs fois. Mais enfin, les politiques ont une tendance générale à ça. Il va revenir, Valls va, dans 3 mois, nous proposer d'empêcher les étudiants étrangers de venir une fois encore. C'est-à-dire que régulièrement, tous les ministres de l'Intérieur, de droite ou de gauche, disent « Attendez, tous ces étrangers, ces immigrants qui viennent là. » En France, 50% des thésards sont étrangers. 50%. Si on enlève les étrangers, il n'y a plus de science française. Donc si vous faites comme Bush, ce qu'a fait Bush, c'est-à-dire vous commencez à emmerder les gens qui viennent, ils ont 2 ans pour avoir un visa, la science française va décliner aussi rapidement que la science américaine. Donc ne faites pas d'illusions, la France ne fonctionne, la science française fonctionne avec des émigrés. C'est ça, le moteur de la guerre, c'est les émigrés. Pourquoi ils sont meilleurs? Parce que quand vous êtes en Afrique, si vous voulez maîtriser votre destin, vous n'avez pas 36 000 solutions. Ou vous êtes prisonnier des politiques, qui là jouent encore des rôles très importants dans votre vie quotidienne. Si vous voulez avoir une carrière internationale, vous faites du sport haut niveau ou de la recherche. Nous, ceux qui viennent chez nous, ils repartent, ils ont 3, 4, 5 publications internationales, ils vont où ils veulent dans le monde. Ils ne sont pas dépendants des crises politiques de leur pays. Donc l'avenir et la gloire pour eux, c'est encore la recherche. Et donc les tout meilleurs, les plus intelligents, les plus dynamiques, ceux qui travaillent le dimanche chez moi, c'est que des Noirs et des Arabes. Voilà. C'est comme ça. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison. Et donc les tout meilleurs, les plus intelligents, les plus dynamiques, ceux qui travaillent le dimanche chez moi, c'est que des Noirs et des Arabes. Voilà. C'est comme ça. Les Chinois sont actuellement les seuls compétiteurs que nous ayons sur la science que nous faisons sont tous en Extrême-Orient. Voilà. C'est Taïwan, c'est la Chine, c'est la Corée du Sud. C'est eux qui ont actuellement, si vous voulez savoir les infections respiratoires, les plus grandes séries du monde sont toutes là. Ils ont pris une approche extrêmement pragmatique, extrêmement moderne. Et nos concurrents, c'est eux. Et à chaque fois, je peux vous dire, les choses qu'on essaie de faire actuellement, faire du séquençage direct d'infection du cerveau ou d'infection du cœur, on est tout content parce qu'on a le truc, on commence à écrire le papier. Il y a un papier qui a été publié avant nous par des Chinois dans un journal dont vous n'avez jamais entendu parler, mais du coup, on n'est pas les premiers. Ça nous irrite beaucoup. Donc, si vous voulez, les Chinois actuellement ont une stratégie et que moi j'ai vu et qui m'a relancé à un moment où j'étais un peu découragé pour l'IHU quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à Shanghai. Et je vous assure, faites une délégation pour voir l'hôpital qui est à côté de Shanghai pour faire les maladies infectieuses. Vous comprenez comment ils soignent. Hein. Je peux vous dire, il n'y a pas de truc. Vous regardez, si vous voulez, vous n'avez même pas, je m'excuse de dire ça, mais vous n'avez même pas l'équivalent en maladies infectieuses de ce qu'il y a actuellement au Sénégal, au Mali ou au Congo, ici. D'accord. Au Sénégal, si vous allez à côté de l'aéroport du Sénégal, chez Mboup, là, je peux vous dire, payé par Gilead d'ailleurs, hein, il y a un bâtiment technologique dans lequel il y a un niveau d'équipement, de diagnostic et de séquence qui est absolument inouï. Donc il y a une course technologique qui s'est mise en avant, dans laquelle il y a une partie ici du pays qui n'a pas suivi. Et cette course technologique, elle se passe en Extrême-Orient. Voilà.
Je garde des liens très forts. Hein. J'ai recréé une unité de recherche il y a 12 ans de ça maintenant au Sénégal, hein, qui est à Dakar et dans le Ciné Saloum. J'ai des liens très importants avec le Congo, avec Mali, avec le Gabon. Donc on continue à avoir, avec la Guinée, où il y a des étudiants qui sont passés ici, qui ont monté un gros laboratoire de recherche. Et donc, bien sûr, on a des liens continus avec l'Afrique, comme avec l'Afrique du Nord, enfin, surtout l'Algérie. Hein. On a des liens très forts avec l'Algérie. Hein. Je pense que l'avenir est imprévisible. Je pense que c'est ça. Il n'y a qu'une chose qui est vraiment très frappante en Afrique, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop de généralité en Afrique, c'est que quand même, le pays qui est le plus touché en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Donc c'est le plus riche, c'est celui dans lequel on pense comme les Anglais, d'accord? C'est celui qui a le plus de morts de très loin. Ça, et bien entendu, c'est celui qui est le plus tempéré. Il y a quelque chose à tirer comme leçon. Il y a une leçon sociale et écologique, hein, qui doit amener une réflexion. Bien sûr, dans les pays tempérés, l'épidémie ne s'est pas déroulée de la même manière que dans les pays tropicaux. Elle ne s'est pas déroulée de la même manière dans tous les pays tropicaux. Un des éléments, encore une fois, qui différencie beaucoup l'Afrique subsaharienne des autres zones, c'est la consommation très très importante de drogue contre le paludisme. Hein. Il existe peut-être quelque chose qui est vrai, c'est qu'il y a 2 ou 3 très très bonnes études qui avaient été faites en Afrique et qui montraient que le nombre de porteurs sains de coronavirus en Afrique était très important. Il y a jusqu'à 8% de la population qui n'a rien du tout. Ce qu'on vient de voir et que d'autres ont vu, c'est que même avec ce virus-là, on peut faire 2 fois la maladie, si vous voulez, à peu d'intervalle près. Donc, c'est quand même pas d'une immunité totale. Voilà. Je ne trouve pas que l'OMS ait eu une position raisonnable dans le Covid, pas du tout. L'OMS proclamait que le seul médicament qui allait marcher, c'est le remdesivir basé sur rien du tout. D'un coup, elle a exclu l'hydroxychloroquine. Enfin, qu'il y a un Africain qui dise on ne va plus faire d'hydroxychloroquine parce que c'est toxique, c'est risible. Quoi. Chez les gens qui ont bouffé de la chloroquine pendant 30 ans, vous imaginez quand on leur dit que ça tue 10% des gens, comme ils peuvent le croire. Et comment l'OMS a pu relayer des messages de cette nature, ça reste un mystère. Hein.